Très bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être venus nombreux. C'est comme d'habitude une grande joie pour nous de vous accueillir. Alors ce soir, nous sommes, comme vous pouvez le voir, en petit comité. Les étudiants ont beaucoup de travail en ce moment. C'est un petit peu ce qui explique la situation. Donc on a décidé de changer un petit peu le format habituel et de faire un petit peu une sorte d'interview qui sera de 1 heure, 1 heure 15, qui sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc ce soir, pour échanger sur le sujet de la place pour les droites en 2022, donc nous avons l'immense plaisir de recevoir un député qui est président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de prendre le temps pour échanger avec nous. Vous êtes major de Sciences Po Bordeaux et diplômé de Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste des questions budgétaires et fiscales. Vous avez été député européen de 2009 à 2012, puis conseiller régional, conseiller départemental. Et vous êtes élu député en 2012 dans la 5e circonscription de l'Ain. Vous êtes réélu en 2017 et vous présidez le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale depuis 2019. À un peu plus d'un an des élections présidentielles, nous allons ce soir nous demander où en est la droite en France dans le rapport de force avec les autres bords politiques. Nous aimerions faire un point avec vous sur la chance de la droite, ou plutôt des droites. Je présume de l'aile droite macroniste jusqu'à l'extrême droite de Marine Le Pen, en passant par la droite de votre parti, les Républicains. Selon le dernier sondage IFOP datant du 11 mars 2021, la droite est majoritaire dans les intentions de vote. Marine Le Pen est annoncée en tête avec 28%, suivi de Emmanuel Macron avec 24%, puis de Xavier Bertrand avec 14%, Jean-Luc Mélenchon 10% et Anne Hidalgo 8%. Alors, pour conquérir le cœur des Français, votre parti est-il suffisamment armé? On se rappelle que pour les élections européennes de mai 2019, l'échec était patent. Le parti avait peiné à se relever de la défaite de François Fillon à la présidentielle de 2017 et n'avait recueilli que 8,48% des voix. Immédiatement après, le président du parti, Laurent Wauquiez, avait quitté ses fonctions. Valérie Pécresse et d'autres personnalités avaient, eux, quitté le parti. Enfin, une série de maires et élus locaux avaient officialisé leur soutien à Emmanuel Macron. On peut imaginer que le Parti des Républicains se libère de tous ses démons et tourne une page sombre de son histoire à l'heure où a lieu le procès Big Malion qui a semé le trouble dans le parti. Dans un premier temps, il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien chef de l'État a été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence. Rappelons que tous les partis ont fait appel de la décision. Et dans un second temps, il devrait être jugé avec 13 autres prévenus dans l'affaire dite Big Malion. Pour autant, le parti semble avoir pris un nouvel élan. Plusieurs protagonistes semblent être motivés pour se lancer en campagne. Le patron des sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau, aux ambitions assumées pour 2022, l'a assuré dans une interview à Sud Radio, la primaire aura lieu. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait de son côté plaidé quelques jours plus tôt pour la primaire la plus ouverte possible. Cette semaine, ou du moins la semaine dernière, 2 autres ténors se sont également exprimés. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui ne veut pas être spectateur, tandis que Michel Barnier, qui assurait garder, je le cite, la force de se lancer dans une campagne. Pour l'instant, seul Xavier Bertrand, ex-ministre et actuel président de la région Hauts-de-France, a révélé sa candidature. Il a précisé qu'il ne participerait pas à une primaire car, je le cite, il ne souhaite plus s'inscrire dans la logique d'un seul parti. Au parti Les Républicains, où le candidat reste encore à désigner, les partisans de Xavier Bertrand, désireux de voir leur champion porter les couleurs du mouvement, pensent qu'il est celui qui saura attirer ses voix supplémentaires. Xavier Bertrand n'est certes plus membre des Républicains, mais il y conserve des liens assez forts avec de nombreux élus, notamment avec vous, Monsieur Abad. En effet, vous avez choisi de le soutenir. Alors, comment va s'organiser les Républicains? Quels sont les enjeux prioritaires de cette élection, après le chaos sanitaire que nous sommes en train de vivre? Quelle chance pour les droites en 2022?
Voilà ma question finale. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Damien Abad pour faire un court propos introductif. Merci beaucoup. Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour cette organisation et si je peux me permettre un tout petit mot d'abord de courage et de soutien pour tous les étudiants dans cette période extrêmement difficile et avec cette crise sanitaire qui dure encore malheureusement et qui fragilise à la fois la vie étudiante et notre jeunesse et je crois qu'on a tous envie de retrouver des jours meilleurs. Simplement un mot d'abord, je trouve que le titre montre presque tout le malaise de la droite. Peut-être qu'il y a 5 ans, on aurait dit quelle place, ou il y a 10 ans, quelle place pour la droite à l'horizon 2007 ou à l'horizon 2012. Et aujourd'hui, on pose la question en disant quelle place pour les droites. Ce qui prouve l'émiettement, la fragmentation et qui prouve tout l'enjeu que nous avons à reconstruire la droite sur des bases saines, solides et unifiées. Et le titre en soi est intéressant parce que ça montre que finalement, aujourd'hui, la droite cherche son espace politique, elle cherche aussi son ADN politique et elle cherche la manière dont elle peut exister à nouveau pour être en capacité de gagner l'élection présidentielle. Je rappelle que l'élection de 2017, c'est quand même la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite ne se qualifie pas au second tour d'une élection présidentielle. Et donc, c'est un séisme et un traumatisme sans précédent qui nous affecte, bien entendu, durablement. Je voudrais simplement vous dire, pour débuter, que pour moi, il y a un paradoxe extrêmement fort. Mon sentiment, c'est que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui dans les valeurs, les convictions, les idéaux qu'elle défend. Et dans le même temps, nous avons, nous, jamais été aussi éloignés du pouvoir. Et que donc, il nous faut résoudre ce paradoxe-là. Il faut essayer de comprendre pourquoi nous avons gagné la bataille idéologique sur les questions de l'autorité, sur les questions de sécurité, sur les questions de maîtrise migratoire, sur les questions du travail, du mérite, sur les questions de l'ascenseur social, sur tous ces sujets qui sont des sujets de droite par excellence. Pour comment se fait-il que, de mon point de vue, la France n'a jamais autant défendu et porté les valeurs de droite, même aujourd'hui des gens de gauche partagent ces valeurs-là, et pourquoi nous, on est si loin du but et si loin du pouvoir. Alors, il y a bien sûr, on y reviendra peut-être dans les questions pour ne pas être trop long dans le propos liminaire, des inimitiés, des tensions individuelles, personnelles. Il y a certainement des explications à cela, mais il y a aussi certainement des explications plus structurantes, à la fois sur l'évolution des idées, sur la manière dont le parti, les Républicains, l'UMP hier, les Républicains aujourd'hui, le RPR et UDF avant-hier, puissent embrasser l'ensemble de ces sujets et l'ensemble tout simplement du spectre et de l'horizon de la droite républicaine et parlementaire. Je pense qu'on a un enjeu effectivement de reconquête, à la fois sur un certain nombre d'idées, de convictions, de valeurs. Je pense qu'on a abandonné des champs entiers, comme la question de l'éducation, comme la question de l'environnement, comme la question de la protection sociale. Sur tous ces sujets-là, on n'a pas été assez audible, assez crédible, et où on s'est fait déborder, parfois par le macronisme, parfois aussi par Madame Le Pen, sur des sujets comme, par exemple, l'écologie de l'enracinement ou du territoire en tant que tel, ou l'économie des circuits courts. Donc, je pense que pour nous, l'enjeu, il est vraiment de repenser le logiciel de la droite, de proposer aussi des idées nouvelles. Je trouve que depuis 2007, et le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, il n'y a plus vraiment d'idées nouvelles à droite qui irriguent la société française. Je pense aussi qu'il faut qu'elle reparle à l'ensemble des catégories socio-professionnelles. J'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui, devant des jeunes, comme on dit. Bon, on va pas se raconter d'histoire. Je ne sais pas si dans les 30 que vous êtes connectés, il y a un seul adhérent des Républicains. En tout cas, en termes de pourcentage, on le sait, c'est très faible. Parce que aujourd'hui, la droite a peut-être abandonné un certain nombre de sujets qui concernaient davantage la jeunesse, ou en tout cas, elle n'a pas trouvé le message pour mieux lui parler. Donc, il y a un enjeu aussi de reconquête de l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Et puis, il y a un enjeu aussi d'existence politique. Comment on arrive entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à porter l'étendard d'une droite qui ne soit pas simplement la droite du sang et des larmes, comme on a pu le connaître, mais qui soit aussi une droite porteuse d'espoir, porteuse d'avenir, et qui écrit une nouvelle histoire avec les nouvelles générations. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire vraiment à la fois le fait qu'on dise les droites, le fait qu'on soit si loin du pouvoir alors que les Français sont si proches de nous dans les idées et dans les convictions, nous montre
le champ de ruines dans lequel nous sommes et nous montre le travail de reconstruction et de refondation de la droite qui est le nôtre. Et en même temps, c'est un beau challenge parce que quand tout est fait dans une maison et qu'il n'y a plus rien à faire, on s'ennuie. Là, l'avantage, c'est qu'on a tout à refaire. On a les refondations, on a beaucoup de choses à construire. Et donc, il y a une place aussi pour une génération nouvelle. J'en termine par là pour ne pas être trop long, mais vous avez évoqué la question de Big Malion, la question finalement des affaires qui ont jalonné la droite et autres, etc. Aujourd'hui, au Parlement, tout ça nous semble bien loin parce que nous avons un député sur deux, malgré la défaite. Sur les 104 députés de notre groupe parlementaire, nous avons un député sur deux qui sont des nouveaux députés. C'est-à-dire qui ont gagné dans une période difficile, mais qui ont gagné des nouvelles circonscriptions et donc qui aujourd'hui sont ces nouveaux visages de la droite. Donc à nous de les porter, de les faire vivre et de défendre nos idées, nos convictions. Merci beaucoup, Monsieur Abad, pour cette introduction. J'en profite pour rappeler à nos participants les consignes pour le bon déroulement de cette conférence interview d'aujourd'hui. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez la poser dans le chat et un membre de Place au Débat la relaiera. Si vous souhaitez directement poser votre question vous-même, vous pouvez également le faire. On a un petit comité aujourd'hui. Vous pouvez également allumer vos caméras si vous le souhaitez. Monsieur Abad, peut-être une question pour reprendre un petit peu tout ce que vous venez de dire. Vous avez parlé du fait que les Français adhéraient de plus en plus à l'idéologie de la droite, aux idées de la droite, mais qu'elle était loin du pouvoir. Est-ce que pour vous, c'est concevable d'imaginer une droite, une association de toutes ces droites, donc du Rassemblement national jusqu'aux Républicains, pour faire face à une potentielle opposition entre Macron et Le Pen en 2022? Est-ce que pour vous, c'est possible? Non, je n'y crois pas et je pense que ce ne serait pas un bon chemin pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en politique, 1 plus 1 n'a jamais fait 2 et que la question n'est pas arithmétique, mais c'est la dynamique qu'on est capable de créer et que ce que l'on gagnerait d'un côté, on le perdrait de l'autre, et notamment dans l'électorat du centre droit et de la droite modérée. Et puis enfin et surtout, c'est parce que c'est une question de conviction, de valeur. Et je le dis souvent, avec Madame Le Pen, on n'a pas une différence de degré, c'est une différence de nature par rapport à sa conception de la société, par rapport à sa conception tout simplement de ce qui fait une nation, par rapport à sa conception de la souveraineté, par rapport à sa conception de l'Europe et sa conception de l'économie française en tant que telle. Et donc, c'est difficile de construire une alliance là où on a une différence de nature. Vous parlez des droites. Moi, je considère que le Rassemblement national, sur beaucoup de sujets, tire plus de la gauche mélenchoniste et de la France insoumise que de la droite républicaine. Quand vous demandez la retraite à 60 ans ou le SMIC largement augmenté ou le RSA jeune, ce sont clairement des propositions qui tirent vers la gauche et qui ne sont pas des propositions de droite. On pourrait le décliner sur différents sujets, mais je pense qu'il y a une vraie différence de nature entre nous et que donc cette différence de nature nous empêche en tout cas toute capacité ou possibilité d'alliance. Puis la politique, ce n'est pas simplement faire barrage. La politique, ce n'est pas simplement choisir par défaut. C'est pas simplement, et c'est ce que je regrette dans une élection présidentielle, c'est que désormais, on est plus là, on vote plus pour empêcher quelqu'un d'être élu que pour choisir son champion. C'est quelque chose qui est malheureusement regrettable et qu'il nous faut, je pense, arriver à corriger en étant dans une offre politique nouvelle. Donc, moi, je ne crois pas à cette capacité-là à faire ce qu'on appelait l'union des droites. Par contre, je pense que l'union des droites, on doit le faire au sein de notre famille politique. Et que entre les libéraux, les bonapartistes, les orléanistes, les légitimistes, entre toutes celles et ceux qui sont les gaullistes, il nous faut rassembler un maximum, effectivement, et faire en sorte que tout ceci eh bien, puisse avoir un projet politique commun. Moi, j'ai le souvenir, il y a encore quelques temps, il y avait des courants qui existaient à l'UMP pour justement faire vivre cette diversité politique-là. Je ne dis pas qu'il faut remettre les courants, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que chaque sensibilité puisse s'exprimer à droite. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'interdit trop de sujets, c'est qu'on s'excuse trop souvent d'être de droite. Et puis, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que les gens, ils nous ont virés du pouvoir, non pas parce qu'on n'en a pas fait assez, parce qu'on a trop fait, mais parce qu'on n'en a pas fait assez. Parce qu'on n'a pas assez assumé nos convictions de droite une fois qu'on était en responsabilité. Et ça, c'est un enjeu très important. Moi, j'ai été président du département de l'Ain. Eh bien, dès le début, nous avions assumé un certain nombre de convictions politiques fortes, et c'est là-dessus qu'on a été élus. Et je crois que la droite en responsabilité doit ressembler à la droite en campagne.
Les gens ne veulent plus du verbe haut, ils veulent des actes forts. Et c'est cela aujourd'hui qui fait défaut, je pense, à la droite, c'est cette crédibilité politique en responsabilité. Elle l'a au niveau local, avec les maires, avec les présidents de département, les présidents de région, mais elle ne l'a plus suffisamment au niveau national parce que malheureusement, eh bien, avec la crise de 2008, un certain nombre de projets, de promesses politiques n'ont pu être tenues et donc beaucoup de gens ont été déçus et se sont retournés soit vers Le Pen pour certains, soit vers Macron pour d'autres, parce qu'ils ne trouvaient plus satisfaction dans le champ de la droite républicaine. Et donc à nous de travailler cela. Édouard, tu avais une question, il me semble. Très bien. Alors, avec Place au débat, on a organisé une semaine verte il y a quelques semaines. Monsieur Abad, nous avons reçu les maires de Grenoble et Lyon, Éric Piolle et Grégory Doucet, ainsi que l'eurodéputé Damien Carême et le chercheur Éric Bourg. Et donc, en ce moment, se discute la loi climat à l'Assemblée nationale. Je sais que c'est un enjeu très important et urgent. Donc, ma question est la suivante. Comment la droite traite-t-elle la question du climat? Comment se place-t-elle en ce moment même au sein du débat en, en- en Assemblée? N'y a-t-il pas un enjeu à défendre particulièrement le nucléaire face à une position dogmatique de la gauche sur la question? Complètement, complètement, et même au-delà du nucléaire. Je pense que c'est un sujet essentiel et central si la droite française veut retrouver le pouvoir. On va se parler franchement, depuis le Grenelle de l'environnement et de le ça suffit de Nicolas Sarkozy à la moment du Grenelle pour des raisons légitimes à ce moment-là, on a déconsidéré les questions environnementales au niveau national. Et donc, on a eu un trou d'air. Et donc, on n'a plus existé dans le débat politique public au niveau national, et c'est une grave erreur. Et donc, du coup, on a laissé ce débat complètement prospérer à gauche sur des thèmes et sur des thèses, je vais y revenir, qui sont totalement délirantes sur l'écologie punitive, de la sanction permanente et du malus à tout craint. Je crois que là, on a un enjeu fondamental. Il faut expliquer aux Français et il faut expliquer aux jeunes générations que quand on a une sensibilité environnementale, on ne met pas forcément automatiquement un bulletin Europe Écologie Les Verts. Le sentiment qu'on donne aujourd'hui en France, c'est que si on veut défendre l'environnement, si on veut protéger nos arbres, si on veut protéger notre nature, notre biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique, on est quasiment contraint de mettre un bulletin Europe Écologie Les Verts parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a que eux qui parlent d'environnement. Eh bien, moi, je refuse ça. Et je pense que notre enjeu pour la droite, c'est d'installer ce match-là. Et pas de dire aux Français, ben, écoutez, soit vous avez l'Europe Écologie Les Verts, soit leur environnement, vous en foutez, vous votez pour les autres partis, mais de dire, il y a deux choix écologiques. Il y en a même plusieurs, mais il y en a deux centraux. Il y a effectivement l'écologie punitive, de la sanction, de la taxe permanente. C'est celles et ceux qui veulent mettre en place l'écotaxe, qui veulent augmenter la taxe sur les carburants, qui veulent augmenter la taxe carbone et qui créent les gilets jaunes, qui veulent mettre le crime d'écocide, le délit d'écocide, pardon, pour judiciariser encore plus la vie environnementale et la vie économique, qui veulent mettre dans la Constitution la protection de l'environnement comme si les juges n'avaient pas assez de pouvoir et les politiques n'étaient pas encore trop faibles actuellement. C'est ceux qui interdisent le Tour de France pour des raisons idéologiques, c'est ceux qui imposent les menus végétariens à tout le monde, et c'est ceux qui empêchent d'avoir des sapins de Noël sur les places des villages ou des villes. Voilà. Eh bien moi, je considère que l'écologie est trop importante, trop grave, trop essentielle pour qu'on laisse à ces gens-là s'occuper de l'écologie et de l'environnement. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on construit? Moi, je considère qu'il faut, nous, à droite, créer effectivement une écologie de l'innovation, de la responsabilité et une écologie qui soit celle du bonus, qui soit celle qui valorise les comportements vertueux. Et le décliner ensuite en mesures très concrètes. C'est quoi la différence? Prenons un exemple, les mobilités par exemple. Quand vous êtes de cette écologie décliniste, qui prône la décroissance, ou alors la sobriété, alors vous avez ceux qui sont de la décroissance forte, et puis vous avez ceux qui sont de la décroissance molle, eh bien, ceux-là, ils vous disent, en gros, il faut abandonner votre voiture. Il faut abandonner les mobilités individuelles en tant que telles. Et nous, on dit, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas abandonner leur voiture parce que dans les territoires où elles vivent, ils n'ont pas d'autre choix que celui-là. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas abandonner la voiture. Ce qu'il faut, c'est le véhicule propre. Ce qu'il faut, ce n'est pas empêcher les avions de voler. Ce qu'il faut, c'est de créer un avion propre plus vite que dans les 20 prochaines années. Ce qu'il faut, c'est renforcer le fret.
c'est renforcer le train. Tout ça pour vous dire que l'enjeu pour nous, il doit être de créer ce que Luc Ferry a raison d'appeler ce qu'on appelle l'éco-modernisme. Et je pense que c'est ce courant écologique-là qu'on doit créer à droite. C'est-à-dire un courant d'une écologie qui croit au progrès technique, qui croit à l'innovation et qui croit surtout à une stratégie décarbonée. Et juste un mot là-dessus pour terminer. On me dit, mais que pense à droite sur la lutte contre le réchauffement climatique? Mais il faut dire la vérité à nos jeunes générations. C'est que si on veut respecter l'accord de Paris sur le climat, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de pouvoir poursuivre et maintenir notre stratégie nucléaire. Le nucléaire, c'est l'énergie décarbonée par excellence. Et donc, ceux qui vous disent, dans le même temps, on va abandonner l'énergie nucléaire, mais on va respecter l'accord de climat de Paris, ceux-là, ils vous mentent, parce que cette réalité-là, elle est impossible, à moins qu'on s'allume tous à la petite bougie. Donc, la réalité, c'est qu'il nous faut effectivement une stratégie décarbonée qui doit reposer sur le nucléaire, pas seulement sur le nucléaire, mais qui doit reposer bien sûr sur le nucléaire. Nous, on le dit très clairement, on est pour des nouveaux investissements, la construction de 6 nouveaux EPR, la prolongation de la durée d'activité des centrales telles que l'autorité de sûreté nucléaire le propose. Il y a un enjeu, c'est celui notamment des déchets nucléaires qu'il nous faut travailler. Mais franchement, si demain, comme on est en train de faire aujourd'hui, on démantèle notre industrie nucléaire, bah, vous avez aimé les gilets jaunes, vous allez adorer les gilets bleus. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez avoir un prix d'électricité qui va s'envoler, un courant alternatif qui va se mettre en place, vous allez voir que ça sera puissance 1000 par rapport aux gilets jaunes qu'on a connus sur les ronds-points. Donc voilà, et donc je pense que la droite, elle doit travailler ce cadre-là, elle doit porter un projet politique. On a essayé de le faire donc, dans la loi climat, je vous le dis, la semaine prochaine, si la crise sanitaire n'écrase pas tout, nous allons présenter des propositions. Pour la première fois, tous ensemble, les 104 députés les Républicains, 60 propositions sur les thèmes aussi variés que la question de l'eau, de l'alimentation, de l'agriculture, de la forêt, de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la pollution de l'air, et j'en passe et des meilleurs. Pour la première fois, on va présenter ce socle commun pour dire voilà, maintenant, la droite et l'écologie, ce n'est pas incompatible. Je vous dis juste ça. J'ai été député européen pendant 3 ans. Honnêtement, il n'y a qu'en France où l'écologie appartient à la gauche. Quand vous voyez les Grünen et ce qui se passe en Allemagne, vous vous dites, mais nous, on est à des années-lumière de ça. Et donc, il faut aujourd'hui, très vite, que la droite réinvestisse ce sang de l'écologie. Alors, pour réagir à ce que vous venez de dire, nous avons donc du coup reçu plusieurs cadres politiques de Europe Écologie Les Verts qui nous disent que lorsqu'ils critiquent le Tour de France, comme vous l'avez dit, lorsqu'ils mettent en place des plats végétariens, comme vous l'avez dit, ils sont tout de suite critiqués par les opposants politiques parce que ce sont des choses qui dérangent, mais ce sont des choses qui doivent évoluer dans le bon sens, c'est des choses qui font partie de leur programme et qui ne sont pas si radicales qu'on le pense. Ils disent aussi que leurs opposants politiques les traitent de décroissants, alors que ce n'est pas vraiment le modèle qu'ils prônent, c'est plus une écologie politique. Et donc là, ce soir, on a un député de droite, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui rentre un petit peu dans ce schéma de préjugés que les écolos imaginent. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Est-ce que c'est vraiment des préjugés? Je me pose des questions en fait. Ce n'est pas des préjugés, malheureusement, c'est une réalité. Moi, je le regrette, et je suis le premier à le regretter. Quand j'étais au Parlement européen, les députés européens verts, ils n'étaient pas dans des considérations comme celle-là. Et je n'ai pas eu un député européen vert allemand qui est venu m'expliquer que le Tour de France, c'était très mauvais et qu'il fallait l'interdire. Alors qu'ensuite, on améliore, par exemple. Vous voyez, le problème, c'est que c'est eux qui posent le débat comme cela. Ils posent le débat toujours par l'interdiction. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des menus végétariens, mais à une condition, c'est qu'on ait la liberté de choix. J'ai aucun problème à ce que le Tour de France soit un Tour de France plus propre, qu'on recycle davantage les déchets, qu'on jette moins de choses sur les routes. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit sanctionner toute une économie derrière et sanctionner ce qui marque les familles françaises depuis toujours? Je ne crois pas. C'est ça le problème, c'est que pour faire du buzz, cette écologie-là, qui est une écologie idéologie, en permanence prend des étendards pour faire du buzz et les utiliser comme des boucs émissaires. Et je pense que ça, c'est déstabiliser la société française, c'est la fracturer et c'est prendre un risque majeur de fracturation de ces sociétés françaises. Moi, je considère que le statu quo, on peut évoluer. Et par exemple, sur le Tour de France,
très concrètement, j'en ai d'ailleurs discuté directement avec Christian Prudhomme, qui est très favorable à cela. On peut très bien faire un Tour de France propre, valoriser le recyclage. D'ailleurs, je vous fais même cette confidence, quand il est venu dans l'Ain, on a mis en avant, on a fait des vélos recyclés. Et on a fait du recyclage à partir de matières premières, de vélos, et c'est les enfants des collèges qui l'ont fait. Donc, on peut mener des initiatives. Mais vous voyez, toujours ce truc de la sanction permanente, toujours ce truc de stigmatiser ce qui ne correspond pas à un modèle de pensée, c'est ça qui me gêne. Moi, je crois aux libertés. Et malheureusement, ces maires verts-là, eh bien, finalement, ils entravent les libertés parce que si on ne pense pas comme eux, ils veulent nous imposer leur modèle de société à tous. Moi, j'ai aucun problème qu'en France, il y ait des véganes, qu'il y ait des végétariens, qu'il y ait des gens qui ne mangent pas de viande. Et franchement, ça ne pose aucune difficulté. Et même qu'on puisse valoriser ces menus-là, mais qu'en même temps, celles et ceux qui ont envie de manger autre chose et puissent le faire sans être stigmatisés, sans être menacés, sans considérer toujours. Ce qui me gêne dans leur vision, je vais vous dire, c'est qu'ils opposent la nature à l'humain. Moi, je pense que l'écologie, ce n'est pas l'opposition de la nature à l'humain. Et je pense qu'il faut au contraire en avoir une approche humaine de l'environnement. Et donc, on a cette écologie de l'excuse morale, vous voyez, de la culture morale permanente. Je ne crois pas que l'écologie, ça soit de la morale politique. Je crois que l'écologie, c'est au contraire une pensée politique qui doit tendre vers le progrès, vers l'innovation et vers des comportements vertueux. Et donc, il y a cela à changer. Donc, voilà, malheureusement, c'est eux-mêmes qui se caricaturent en faisant des sorties comme ils l'ont fait. D'ailleurs, je note qu'ils en font un peu moins aujourd'hui. C'est certainement effectivement qu'ils ont rétropédalé. Donc voilà. Mais encore une fois, je distingue des gens. Je vais vous faire aller, on est entre nous, une confidence. Vous voyez, moi, par exemple, je fais une différence entre un Yannick Jadot et un Éric Piolle. Je considère que Yannick Jadot, c'est quelqu'un avec qui on peut travailler, avec qui on peut discuter. C'est quelqu'un qui a une vraie culture politique. C'est quelqu'un qui croit au progrès et à l'innovation. Voilà, je considère que par contre, l'axe d'Éric Piolle, en passant par Julien Bayou et d'autres, etc., bah, pour moi, c'est un axe de gauche, très clairement. Et donc, c'est une idéologie d'extrême gauche même. Et d'ailleurs, regardez ce qui va se passer à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pas ici, mais pardon, mais dans le Nord, dans les Hauts-de-France, vous avez parlé tout à l'heure d'Xavier Bertrand. On va quand même avoir une alliance de la carte du Balapin. Je connais très bien Karima Delis et je suis déjà avec elle au Parlement européen. On a même créé un intergroupe jeunesse ensemble. Enfin, quand elle va s'allier avec la France insoumise et les communistes, je lui souhaite bon courage pour porter un projet écologiste dans ces conditions. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi du pragmatisme et accepter que la société française soit plurielle. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour revenir sur une question plus centrée sur votre parti, comment expliquez-vous l'échec de la droite aux élections européennes? Vous avez fait, je le rappelle, 8,5% à peu près. Est-ce que c'était parce que c'était des élections européennes qui sont souvent particulières, ou est-ce que ça traduisait des dissidences en interne, ou même le reste de 2017, en fait, tout simplement? Vous pensez quoi? Ouais, il y a plusieurs causes. Il y a des causes conjoncturelles qui ont été liées au fait qu'il y a une participation qui a été un peu plus forte et qu'il y a une erreur tactique qui a été de dire on mobilise notre camp et ce qui nous permettra de faire un pourcentage assez fort. La vérité, c'est qu'il y a un surcroît de participation qui a été contre nous. Ensuite, il y a une autre cause conjoncturelle, c'est qu'on était troisième dans les sondages et que troisième, c'est la plus mauvaise place. C'est la plus mauvaise place parce que vous êtes aspiré vers le bas et qu'à un moment donné, vous prenez un vote utile contre vous. Et les Français, finalement, ils ont ressenti qu'il y avait deux modèles. Il y avait en gros les pro-européens qui votaient Macron et les anti-Europe qui votaient Le Pen. Et nous, on était là au milieu, sans vraiment mesure forte qu'on a pu imposer dans le débat politique, dans le débat d'idées. Voilà. Après, moi, j'estime que ce n'est pas notre candidat qui est un candidat qui a des qualités, qui a des qualités politiques, mais aussi humaines très importantes. Je pense qu'aussi, après, il y a un sujet quand même de ligne politique. Voilà. Et je le dis aussi comme je le pense, moi, je suis de ceux qui ne veulent pas que la droite française s'enferme dans un conservatisme sociétal absolu. Et je pense que sur ces sujets-là aussi, on doit pouvoir évoluer. Il ne s'agit pas de faire le combat des modernes contre les conservateurs. Ça n'a pas de sens. Moi, je respecte toutes les positions. Vous voyez, actuellement, à l'Assemblée nationale, on débat de la question de la fin de vie. C'est une question centrale. Est-ce qu'on doit rester dans le cadre de la loi Leonetti-Claes, qui est une loi qui, en gros, est une loi d'accompagnement à la mort, ou est-ce que la personne malade, ou est-ce qu'on doit aller plus loin dans une sorte de suicide assisté ou dans une aide active? C'est un enjeu majeur, c'est un débat de société majeur. Je pense qu'on peut avoir ce débat-là, on peut s'interroger. Et sur tous ces sujets-là, il ne faut pas que la droite se caricature. Un autre exemple, qui aujourd'hui reviendrait sur le mariage pour tous? Qui?
personne. Et c'est tant mieux. Eh bien, ça montre qu'on doit évoluer sur ces questions-là. Et je pense qu'on a eu tendance, et notamment dans cette campagne-là, à trop s'enfermer sur un conservatisme sociétal qui ne correspond pas à l'évolution de la société actuelle. Vous savez, moi, je suis assez libéral, mais pas simplement sur le plan économique. Je pense aussi que sur le plan sociétal, tout en ayant un certain nombre de valeurs et de convictions, parce qu'il y a quand même des lignes rouges à ne pas franchir, mais je pense aussi là-dessus qu'on peut avoir un discours ouvert et là aussi ne pas laisser le monopole à la gauche sur ces questions sociétales. Merci beaucoup. Peut-être pour enchaîner sur une autre question, vous avez parlé tout à l'heure du fait que la majorité, enfin non, la majorité, un député sur deux, il me semble, à l'Assemblée étaient des jeunes élus. Moi, la question que je me pose, c'est quand on regarde 2022 et qu'on considère que la droite républicaine peut être une alternative contre un duel Macron-Le Pen, votre électorat est vieillissant. Et dans un sondage récent, on voit que 5% de notre génération soutient Xavier Bertrand, par exemple. Comment est-ce que vous comptez convaincre la jeunesse de voter les Républicains ? Bon, d'abord, c'est un phénomène général parce que malheureusement, il y a une moindre participation des jeunes et il y a une désaffection des jeunes à l'égard des partis politiques, mais par contre, pas à l'égard de l'engagement politique. Je pense que la vérité, c'est que les partis politiques sont vieillissants. Ils sont vieillissants et que la jeune génération aujourd'hui, elle se retrouve davantage dans une cause associative forte, que ce soit une cause environnementale, que ce soit sur la question du handicap, sur la question sociale, et elle a du mal à se retrouver dans un parti politique qui peut-être lui apparaît aujourd'hui davantage comme un parti de militants, parfois un peu avec des œillères idéologiques et un manque d'ouverture sur le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut faire évoluer nos partis politiques. Il faut les ouvrir. Il faut qu'on retrouve le débat d'idées, l'agora politique et le goût de la controverse. Je viens de l'UDF et moi, c'est ce qui m'a plu. C'était ce débat-là qu'on avait et qu'on n'a plus forcément aujourd'hui dans nos partis politiques. Ensuite, il faut donner aussi une nouvelle image. La France, c'est le seul pays où on recycle les politiques à vie. Quand dans un autre pays, quand vous avez perdu, on vous dit merci, au revoir. Bon, en France, on pense toujours qu'on peut revenir. Donc, tout ça fait qu'on est toujours un peu dans le rétroviseur à un moment où il faut regarder un peu devant et faire émerger aussi une nouvelle génération. Il y a vraiment des talents dans notre famille politique. Moi, je préside le groupe à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'il y a des vrais talents de gens qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont envie, qui ont une nouvelle modernité, une nouvelle manière de faire de la politique, qui ont un vrai sens des responsabilités. Il faut que cette génération-là, elle émerge. Et, voilà, et puis ensuite, il faut aussi qu'on parle des thèmes qui intéressent les jeunes. Là, on a parlé à l'instant de la question environnementale, la question de l'emploi, la question de la mobilité, la question aussi du logement, ouais, tous ces sujets, la question de l'adolescence, enfin, de la question de la condition étudiante, tous ces sujets-là, ils sont très importants. Et je pense qu'on ne les a pas suffisamment abordés. Et puis surtout, et enfin, on avait tendance un peu parfois aussi, je trouve, à droite, à stigmatiser un peu trop la jeune génération. Voilà, c'est pas une génération qui fume des pétards et qui fait la fête matin, midi et soir et qui ne respecte pas les consignes sanitaires. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse confiance à notre jeunesse et qu'on lui donne envie davantage. Alors après, aujourd'hui, on part de loin, ça je vous l'accorde bien volontiers, mais ça ne concerne pas que les jeunes, parce que même les actifs, les 30-50, on a aussi du mal là-dessus. Et quand vous voyez les sondages de Xavier Bertrand, par exemple, qui est le mieux placé aujourd'hui à droite et qui, je pense, est le seul qui peut incarner une vraie alternance politique et qui peut empêcher ce duel entre Macron et Le Pen, pour des tas de raisons, on y reviendra peut-être. Je pense que, si vous voulez, il faut aussi reparler aux 30-50 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde les intentions de vote, Xavier Bertrand, il fait jeu égal avec Emmanuel Macron sur les retraités. Et donc, l'enjeu, c'est les jeunes et la génération active. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux actifs? Quelles sont nos propositions fortes? Quel est notre message politique majeur? Vous savez, Emmanuel Macron, il a été élu aussi sur un message d'optimisme et d'espoir. Il a dit aux Français deux choses. Il a dit, moi, j'en ai assez du débat du clivage droite-gauche. Notre pays, il est étouffé par cette opposition caricaturale et systématique. Et je lui ai proposé de dépasser ce clivage-là. Bon, la vérité, c'est qu'il fait l'exact inverse, parce que c'est encore pire. Il fait une secte autour d'un seul parti politique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et le deuxième axe qu'il a été élu, c'est qu'il a incarné la modernité. Il a incarné l'optimisme. Il a incarné à un moment donné l'espoir. Il a incarné la France qui gagne. Bon, la droite, elle doit à nouveau retrouver ce flambeau-là.
d'incarner la France qui gagne, qui doit encourager l'audace, le risque. Pour ça, tout à l'heure, on parlait de l'écologie, mais moi, je suis, par exemple, pour qu'on supprime le principe de précaution de la Constitution. Ça, c'est une vraie politique de droite, qu'on déjudiciarise cette vie économique et environnementale qui est absolument insupportable. Vous voyez, c'est au nom de ce principe de précaution qu'on a suspendu le vaccin AstraZeneca et qui fait qu'aujourd'hui, on a rompu la confiance avec les Français sur ce vaccin. Donc, voilà, mais il faut assumer le débat, il ne faut pas qu'on soit timide dans ce débat politique. Bonjour, merci pour toutes vos réponses depuis le début. J'avais une question pour continuer là-dessus. J'ai l'impression que ce qu'on entend de la droite aujourd'hui, et malheureusement, c'est sûrement dû au temps judiciaire, mais c'est les affaires en fait qui datent de 2012, notamment avec Nicolas Sarkozy. J'ai vu le documentaire de Gérard Davet et Fabrice Lhomme notamment, et on voit qu'il semblerait qu'il y ait toujours quand même des tensions au sein même de cette famille sur ces sujets. Et est-ce que vous pensez que, en fait, quelque part, la droite est condamnée à attendre que tout ça soit un peu purgé derrière elle complètement et que les procès soient terminés pour réussir à être de nouveau audible dans ses propositions? Bon, merci pour votre question. J'ai vu aussi ce reportage qui est à la fois très déprimant pour nous, mais aussi très instructif quelque part. Moi, j'ai vu tout ce que je déteste, c'est-à-dire la droite des coups bas, des porte-flingues, des règlements de compte, et extrêmement loin de la réalité des préoccupations des citoyens. Donc forcément, on en paye les conséquences. Alors, est-ce qu'on doit en payer les conséquences pendant 5 ans ou pendant 10 ans? On verra en 2022. Mais là où je vous rejoins et là où je partage votre analyse, c'est que si on n'est pas en capacité de tourner cette page-là et d'incarner des visages qui tournent cette page-là, notre message politique va être très difficile. Je citerai personne pour ne pas me retrouver devant le flot des critiques, mais je pense que malheureusement, il y a des gens qui sont talentueux dans notre famille politique, mais qui sont passés, qui ont été ministres, qui ont eu des responsabilités dans des gouvernements, qui encore prennent la parole au nom de notre famille politique sur les plateaux télé, et malheureusement, l'émetteur, il n'émet plus, quoi. Et donc, même si ce qu'il dit est très intelligent et très bon et excellent, sur la forme, ça passe plus, surtout dans un moment où on a changé la communication. D'ailleurs, Macron l'a très bien compris. Donc, oui, il faut tourner la page de ça. Il faut aussi arriver à sortir ces inimitiés-là. C'est absolument insupportable. On n'est pas dans les bisounours, je comprends bien, on fait de la politique. Enfin, on peut au moins, au minimum, se respecter les uns les autres. Et on pourrait au moins, au minimum, se retrouver quand même dans une espèce de consensus. Vous voyez, là on va discuter sur comment on va désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Bon, si à chaque fois qu'il y en a un qui sort la tête de l'eau, on lui tire dessus, ça va être un peu compliqué pour nous. Moi, j'essaye, vous savez, j'ai été élu président de groupe, je n'étais pas le favori. Et j'ai été élu parce que justement, j'ai gagné sur le collectif. Et mon slogan, c'était la force du collectif, de dire, moi, je veux qu'on crée un groupe, une équipe, voilà, et qu'on soit une équipe de France. Et on l'a fait là-dessus. Eh bien, on peut le faire. On l'a fait sur les retraites. Pour la première fois, on a présenté un contre-projet sur les retraites. Il faut quand même arriver à mettre Éric Woerth et Julien Aubert d'accord sur la réforme des retraites. Il faut dire que ce n'est pas facile tous les jours. On l'a fait. On va le faire là sur l'environnement. On l'a fait également sur la question du déconfinement. On l'a fait sur le séparatisme. On va le faire également prochainement sur la question qui va arriver sur les entreprises. Donc, je pense qu'on peut jouer collectif. Mais le problème, c'est que comme Emmanuel Macron a été élu président de la République, ils pensent qu'ils peuvent tous y arriver. Ils pensent que finalement c'est possible, même le maire de je ne sais pas d'où considère que lui, il peut être élu président de la République. La vérité, c'est qu'il ne sort pas de nulle part, Emmanuel Macron. Il a eu quand même aussi un parcours universitaire, professionnel et politique assez important qui a permis de créer un réseau, et puis il a eu des conditions politiques aussi extrêmement favorables. Donc voilà, donc moi je pense que ce qu'il faut vraiment, c'est des nouveaux visages, tourner la page des affaires et ensuite arrêter de se détester les uns les autres. Il y a une génération qui se déteste encore et ça, il y en a ras-le-bol. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, simplement, si je peux au moins vous faire passer ce message, c'est que vous voyez toujours les guéguerres un peu Copé-Fillon, Wauquiez, Pécresse, Retailleau, Bertrand, etc. Bon, ce qui est certainement vrai. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en dessous, dans les 104 parlementaires que j'ai, et ensuite dans les nombreux élus locaux, il n'y a pas ces guerres-là.
Il n'y a vraiment pas ces guerres-là. Il y a une ambiance politique qui est très bonne. Il y a une volonté de bosser ensemble, il y a une volonté de faire ensemble et de travailler ensemble. Donc, c'est toujours un peu le haut du panier. Mais donc, il faut arriver maintenant à ce qu'on pousse sur cette dynamique collective. Moi, je considère, ensuite, vous savez, je suis pragmatique. Je considère qu'on doit prendre celui qui est le mieux placé. Voilà. Aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand. Si demain, c'est un autre, ben, c'est un autre. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça. C'est Michel Barnier, peu importe. Mais à un moment donné, il faut qu'on réapprenne à chasser en meute et à travailler en collectif si on veut être audible, crédible et représenter une alternative au duel Macron-Le Pen annoncé aux yeux des Français. Merci pour votre réponse. Et donc, ensuite, pour continuer, peut-être plus sur donc, la politique, les idées politiques. Sur l'économie, comme on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début, aujourd'hui, selon vous, quelle ligne économique doit incarner votre parti? Parce qu'on a d'un côté, donc on en parlait, par exemple, Guillaume Pelletier, qui a une vision très sociale et qui propose une hausse du SMIC notamment. Pour autant, la droite, c'est quand même la famille politique qui a fait les privatisations, par exemple, des autoroutes. Derrière, vous étiez par exemple après opposé à la privatisation de l'aéroport de Paris, si je ne me trompe pas. Et quelque part, les plus libéraux, qu'on peut appeler les jupéistes, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très bien chez Macron, qui mène une politique, notamment au début du quinquennat avant la crise, assez libérale? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit au début, avec la différence avec les écologistes et la ligne de gauche que peut incarner le Front National. Moi, je pense clairement qu'on doit retrouver notre ADN économique. Et là-dessus, je vais être très clair avec vous. Nous sommes le parti des libertés économiques, le parti de l'entrepreneuriat, le parti de l'audace, de la culture du risque, et pas le parti du collectivisme ou d'un socialisme dégradé. Moi, je vous le dis, je suis contre le RSA jeune. Je suis contre la mutualisation des dettes et je suis contre la hausse généralisée du SMIC parce que est forte, c'est que ça va écraser tous les bas salaires. Prenons un exemple, celui de la dette. Je sais que j'ai entendu les différentes interventions des uns et des autres. La dette, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Si on est de droite et qu'on va expliquer aux Français que vous inquiétez pas, dormez tranquille, la dette, on ne la remboursera jamais, autant aller voir Montebourg tout de suite. La réalité, c'est que quand on est de droite, on doit assumer de dire qu'une dette, ça se rembourse. Une dette, ça se rembourse parce que c'est la confiance dans les investisseurs, c'est la confiance dans les marchés financiers, parce que c'est la compétitivité de nos entreprises et les emplois derrière qui sont en jeu, et parce que si la dette, on ne la rembourse pas, la dette, ce sont les impôts de demain et les emplois d'après-demain. C'est ça la réalité. Et que donc, si on ne corrige pas ça, eh bien, malheureusement, on sait comment ça va finir avec des hausses de charges pour les entreprises et avec des hausses d'impôts pour les ménages. Donc, on doit assumer cela. Je veux aussi qu'on soit le parti de la non-augmentation des impôts, si possible même de la baisse des impôts. Voilà, on est quand même un pays aujourd'hui où la dépense publique est l'une des plus importantes dans le produit intérieur brut et où on a quand même une fiscalité et un taux de prélèvement obligatoire l'un des plus importants de l'Europe. Donc, à partir de là, il faut qu'on ait des idées claires sur la question économique. Et d'autant plus, vous avez raison, que c'est là où l'électorat est parti à Macron. Et on le regagnera sur la crédibilité de notre projet économique. La crédibilité de notre projet économique, c'est effectivement d'abord de défendre les libertés économiques. Donc la baisse des charges, la baisse des impôts, la maîtrise de la dépense, l'accent qui est mis sur les investissements, bien entendu, la lutte contre le gaspillage de l'argent public. Alors à chaque fois, on nous dit oui, mais maîtriser la dépense, c'est-à-dire que vous allez supprimer des postes d'infirmiers, de policiers ou de je ne sais pas quoi. Bon, il n'y a quand même pas dans les fonctionnaires que des policiers et des infirmières. La réalité, c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'évolutions qui sont possibles, mais ça demande un peu de courage politique. Et ça, parfois, ça manque. La réforme de l'État, par exemple, je trouve que c'est l'un des grands angles morts de ce quinquennat. On n'a pas réformé l'État, et du coup, l'État est devenu tentaculaire, technocratique. Je trouve que cette crise sanitaire, peut-être qu'on en parlera, symbolise vraiment cette technocratie outrancière en France, qui pose de vraies difficultés et qui paralyse l'action publique et l'action politique en tant que telle. Donc, on est d'abord le parti des libertés économiques. Mais après, je le dis aussi, il y a un avant et après crise sanitaire. Il y a des leçons qu'on doit tirer. Moi, je suis favorable à ce que l'on puisse définir 5, 6, 7 secteurs stratégiques clés dans lesquels on remet des éléments de souveraineté économique. Non pas de protectionnisme, non pas de souverainisme, mais de souveraineté économique. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, la France, elle est tombée parce qu'elle n'avait pas de masque. Enfin, c'est quand même le produit le plus idiot, le plus basique à fabriquer. Vous imaginez le truc. Donc il faut qu'on ait de la souveraineté sanitaire,
dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des énergies, pour ne pas dépendre du reste du monde. Normalement, c'est le job de l'Europe de faire ça. Et malheureusement, elle ne le fait pas suffisamment. Il faut que davantage on défende notre intérêt en Europe. Donc, moi, je le dis, je crois que là-dessus, si la droite, elle sort de son ADN économique, on va dans le mur. On ira dans le mur. Et en klaxonnant en plus. Donc, l'enjeu, c'est de préserver nos libertés économiques, de définir des secteurs stratégiques clés importants, d'impulser, de défendre la compétitivité des entreprises, et enfin, de valoriser le travail. Et valoriser le travail, c'est quelque chose de très important. C'est aussi avec des nouvelles mesures, et valoriser aussi le mérite et l'ascenseur social. Moi, je crois aussi au mérite et à la méritocratie républicaine. Et là, on a des choses à faire sur l'égalité des chances. Mais il faut aussi dire, la droite, ce n'est pas l'égalité. La droite, c'est la liberté. La droite, c'est l'ascenseur social. Quand je dis la droite, ce n'est pas l'égalité, c'est pour vous provoquer un peu, mais ça veut dire que moi, je ne crois pas à l'égalitarisme, à l'aplatissement de tout, à l'écrasement des valeurs de la société française. Il faut qu'on l'assume ensemble. C'est la différence. La droite, c'est l'éloge de la différence. C'est l'éloge de l'ascenseur social, de la mobilité. Voilà. Et je trouve que là-dessus, on est faible dans nos propositions. Et on n'est pas très inventif encore. Il faut que dans le projet politique pour 2022, on aille aussi construire ce champ-là, surtout que tout n'a pas été fait par la Première République. Il y a des choses qui ont été en suspens. À son actif, il y a eu la suppression des impôts de production, c'est vrai, mais enfin, la réforme des retraites, elle n'est pas faite, la réforme de l'assurance chômage, elle n'est pas faite, la réforme du marché du travail, elle est extrêmement limitée, la réforme de l'État, elle n'a pas été faite. La vérité, c'est que le grand président réformateur, il s'était quand même heurté à beaucoup de murs, à beaucoup de fractures, et que l'exercice solitaire du pouvoir l'a empêché d'avoir le soutien des corps intermédiaires, le soutien des territoires pour réformer en profondeur notre pays, qu'à la fin du quinquennat, malheureusement, on n'aura pas eu de grandes réformes en profondeur de la société française et de la manière dont la politique fonctionne en France, ce qui est dommage. Et ça, c'est un enjeu, un champ important pour nous pour 2022 aussi. Merci beaucoup, monsieur le député. Une question, quelle est la différence finalement entre vous et les anciens républicains qui ont quitté le parti LR et qui aujourd'hui sont au gouvernement ou étaient au gouvernement? Donc, je pense à Édouard Philippe, Jean Castex, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, la liste est très longue. Quelle est la différence? Est-ce qu'ils ont simplement changé de parti ou de conviction? Les deux parce que moi, je me souviens, par exemple, j'ai fait la campagne de Bruno Le Maire. À l'époque, notre mesure phare, c'était la baisse de la CSG. L'idée de Bruno Le Maire, c'est de dire on va baisser la CSG sur les salaires pour diminuer l'écart entre le salaire net et le salaire brut. Moi, je trouve que c'est plutôt d'ailleurs une idée intéressante qu'il faut creuser parce que l'un des problèmes en France, pour valoriser le travail, c'est qu'il y a un écart trop important entre le salaire brut et le salaire net parce que la protection sociale, elle est financée uniquement par le travail. Et j'étais, par exemple, je suis de ceux qui sont favorables à une TVA sociale pour taxer les importations et financer notre protection sociale différemment que par le travail et donc alléger le poids des charges. Donc, on avait fait cette proposition avec Bruno Le Maire. Je me souviens que l'une des premières décisions qu'il a dû prendre, certainement que ce n'était pas lui qui l'a prise directement, mais ça a été la hausse de la CSG pour les personnes âgées et la hausse de la CSG pour les retraités. Voilà, donc un exemple concret de reniement, en tout cas de changement dans les convictions en tant que telles. Bon, après, je sais bien qu'il y a des choses sur lesquelles on converge, on se rejoint. Par exemple, là, sur ce qui est fait de la crise économique et des soutiens économiques qui est fait, je trouve que globalement, ça tient la route. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure au Premier ministre dans le débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale sur l'article 50-1 sur l'évolution de la situation sanitaire. Je lui ai dit, votre gestion de crise économique, elle est bien meilleure que votre gestion de crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, c'est la Bérésina. Sur la crise économique, il y a quand même des dispositifs de soutien qui sont positifs. Voilà, mais maintenant, est-ce qu'on pourra se retrouver, se rassembler? Je vois là qu'il y a une question aussi sur l'Europe en disant où va la droite, c'est un peu le même phénomène. Moi, je considère que moi, je suis l'Europe d'Arnaud Danjean, si vous voulez ma vision des choses, parce que je crois je crois pas à une Europe bashing, je pense que ni à une Europe naïve d'ailleurs. Si vous voulez le fond de ma conviction, je pense que malheureusement, l'Europe à 27, c'est ce qui tue l'idée européenne. C'est la plus belle idée du XXe siècle et je ne voudrais pas que ça soit la plus grande des illusions du XXIe. Et pour pas que ça soit la plus grande des illusions du XXIe, il faut résoudre les problèmes des Français. Il faut s'occuper de la question des flux migratoires. Il faut s'occuper de la question environnementale. Il faut s'occuper de la question économique. Il faut définir 3-4 grands secteurs clés sur lesquels on doit travailler ensemble. Et Arnaud Danjean, quand je vois le travail qu'il fait à la Commission de la Défense pour travailler justement sur des politiques étrangères communes et sa vision de l'Europe qui est absolument intéressante,
Voilà, c'est plus mon Europe. Mais après, ne caricaturons pas non plus François-Xavier Bellamy, qui est une personnalité beaucoup plus complexe que l'on peut croire et qui a une vraie vision aussi de l'Europe, de vraies convictions et qui, au-delà de son euroscepticisme, porte quand même un certain nombre d'idées et surtout fait un gros travail au Parlement européen dans une délégation qui s'est malheureusement bien réduite. Très bien. Merci, Monsieur Abad, pour votre réponse. Ma question est la suivante. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de déclarations de candidature officielles ou officieuses? Xavier Bertrand, Bruno Retailleau ou encore Valérie Pécresse dans votre famille politique. Pensez-vous que votre famille politique peut dépasser les égos et se rassembler derrière une seule et même personne avec ou sans primaire? Je l'espère, je ferai tout pour, et pour moi, ça ne peut être que sans primaire. Oui, il n'y a pas de langue de bois. Pourquoi ça? Parce que, d'abord, je l'espère comme tout le monde, ça serait suicidaire pour nous d'aller dans un processus qui va faire que nous diviser, nous fracturer et nous mettre totalement nombrilistes. Et encore, je le dis, pour moi, ce n'est pas la primaire qui nous a fait perdre en 2017. Ce sont les conséquences de la primaire. Mais aujourd'hui, en 2022, on n'est pas dans le même contexte politique. Alors, vous allez faire une primaire, la dernière fois, c'est 4 millions de votants. Là, si vous avez 400 000 votants, ça sera le bout du monde. La dernière fois, vous aviez des leaders politiques. François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était des leaders politiques, c'était quand même des fortes personnalités politiques, ça avait de la gueule quand il y avait des débats politiques. Je ne sais pas faire injure à celles et ceux qui veulent se présenter là. Enfin, j'ai plutôt le sentiment que c'est un peu plus ce concours des petits chevaux que le reste. Bon, pour aller faire un tour de piste. La troisième chose, c'est qu'on n'a plus les moyens financiers de le faire. Et la quatrième chose, c'est que je pense que les Français verraient d'un très mauvais œil que la droite soit totalement nombriliste, elle parle de ses propres problèmes, dans un moment de crise sanitaire, économique et sociale tel que nous vivons aujourd'hui. Donc pour moi, les choses sont claires, c'est qu'il faut choisir celui qui est le mieux placé. Et alors vous me direz, oui, mais si personne ne fait l'écart. Si personne ne fait l'écart, c'est là où ça devient plus compliqué. Il faudra peut-être qu'il y en ait deux qui se réunissent. Il faudra peut-être à un moment donné être juste un tout petit peu intelligent et malin et se dire, bon, ok, toi tu es à 16, toi tu es à 14, si on se met à 100, ensemble, on tue le match. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est à tout le monde de comprendre ça. Ensuite, moi, je crois que oui, il faudra qu'on se mette derrière un candidat. Mais ce que je peux vous dire simplement pour vous rassurer, si vous êtes de droite, pour certains, c'est que 90% des députés pensent la même chose que moi. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est le candidat qui permet de nous faire gagner. C'est-à-dire que c'est la droite qui gagne. Alors après, on ne sait pas, c'est la vie politique, on gagne ou perd, mais c'est le candidat qui nous permet d'être dans le match. Ça veut dire qu'on ne croit pas aux candidatures de témoignage. Les candidatures entre 8 et 12, il faut oublier. Moi, je ne crois pas à ça. Et tous les députés me disent ça, me disent, mais on va se mettre derrière celui qui est le mieux placé. Si ça se confirme que Xavier Bertrand est le mieux placé, ben vous aurez beaucoup de parlementaires et d'élus locaux qui le soutiendront. Et même s'il y a quelques chapeaux à plumes qui râlent un peu, bah, la réalité, c'est que ça passera, parce qu'à un moment donné, on criera plus fort qu'eux. Et en tout cas, moi, je ne laisserai pas ma famille politique s'abîmer dans ses querelles internes et ses divisions internes. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que toutes les lignes politiques doivent être incarnées. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai des différences avec Bruno Retailleau sur un certain nombre de convictions, mais je considère que ce que Bruno Retailleau porte, un, c'est intelligent, deux, c'est construit, et trois, c'est une vraie pensée politique, et ça représente une part de notre électorat qu'il ne faut pas négliger, et qu'il ne faut pas mépriser non plus. Et donc, c'est très important qu'on arrive à fonctionner tous ensemble. Voilà, donc il va falloir qu'on le fasse. En tout cas, moi, en tant que président de groupe, je prendrai toutes mes responsabilités là-dessus. Vous avez remarqué d'ailleurs que je n'étais pas candidat. C'est presque plus facile, c'est presque plus dur aujourd'hui à droite de dire je ne suis pas candidat plutôt que de dire je suis candidat, parce que tout le monde l'est. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un peu en responsabilité. Et voilà, le match, il se joue à 3 ou 4, il ne va pas se jouer à 10 ou à 15. Quoi. Ça, ce n'est pas sérieux. Et donc justement, vous êtes le leader à l'Assemblée des Républicains et dans la presse, on lit que les Républicains sont plus en faveur d'organiser une primaire. Donc vous avez une position contradictoire. J'aimerais savoir comment vont se passer les décisions. Vous avez dit que vous allez bientôt parler stratégie pour l'année prochaine au sein du parti. Qui décide? Qui a le dernier mot? Est-ce que vous, en tant que président du groupe à l'Assemblée, vous avez quand même un poids assez fort dans les négociations? On va le faire tout pour. En tout cas, je peux vous dire que les députés et les républicains ne sont pas pour les primaires. Vous avez, moi, j'estime à peu près à 80% des députés qui sont contre la primaire.
à peu près 80% des députés, et d'ailleurs les sénateurs, c'est à peu près pareil, peut-être légèrement moins, parce qu'il y en a qui soutiennent Bruno, mais globalement, c'est ça. Hein. Donc les députés, ils ne sont pas pour la primaire. Ils sont contre, globalement et majoritairement contre. Alors ensuite, il va falloir peser dans les instances nationales. Moi, je suis dans le conseil stratégique en tant que président du groupe, et donc il va falloir peser de tout son poids pour pouvoir démontrer l'importance de ne pas passer par cette case-là pour désigner notre candidat. Vous imaginez, Emmanuel Macron sera candidat directement face aux Français. Marine Le Pen sera candidate directement face aux Français. Nous, on est à 10 points derrière, et en plus, on va se mettre un boulet au pied en passant par un truc intermédiaire pour parler aux Français. Enfin, honnêtement, je veux bien qu'on soit kamikaze, mais il y a peut-être des limites, quoi. Donc voilà, je crois vraiment que il faut qu'on soit tous raisonnables, et à un moment donné, qu'on se mette tous autour de la table, et peut-être qu'il y ait une fumée blanche qui sorte et qu'on se dise, bon, ben voilà, c'est lui le mieux placé. Moi, je considère que Xavier a ses chances parce que il a réussi, je trouve, à mettre des marqueurs de différenciation par rapport à Emmanuel Macron. Vous voyez, j'aime bien Valérie Pécresse aussi, mais je trouve qu'elle a moins mis de marqueurs de différenciation que Xavier Bertrand dans son incarnation politique. Dans la France des territoires que Xavier Bertrand peut incarner, ou dans ce qu'il vient de dire sur l'autorité, les prises de position qu'il a prises dans le journal Le Point récemment dans sa candidature. Voilà, alors après, je sais bien qu'il y a encore des choses à améliorer, mais je trouve que quand vous partez à 15-16% dans les sondages, c'est pas rien, et ça donne quand même un socle. Je trouve que c'est pas un, mais c'est plusieurs sondages qui le confirment. Donc ça donne quand même un socle sérieux. Je sais qu'il est capable de dépasser aussi un peu les clivages, et donc de rassembler au-delà de sa propre ligne politique, ce dont on a besoin aujourd'hui, sans perdre son propre ADN. Voilà, donc je pense que si on joue le coup à fond, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un décrochage. Il y a un décrochage de l'électorat de droite à l'égard d'Emmanuel Macron, qui est lié essentiellement d'ailleurs à la gestion de la vaccination. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes âgées qui votaient Emmanuel Macron en 2017 et qui ne voteront plus pour lui en 2022. Donc à nous d'incarner cette offre alternative. Et si nous ne le faisons pas, je pense, et je l'ai dit en marche, je dis faites attention, parce que votre système de candidature, en gros, où on veut écraser la droite, vous allez créer une bombe aspirante à Le Pen dès le premier tour. Et là, il faudra être très vigilant par rapport à ça, parce que ça veut dire que vous prenez le risque de faire élire Madame Le Pen. Et donc, je pense qu'on doit porter nos idées, nos convictions, nos couleurs, et qu'on doit essayer de créer une équipe rassemblée et soudée à droite pour incarner l'alternative politique. Merci pour votre réponse, monsieur le député. Je vois la main levée de Charles Gilbert. Je lui laisse ouvrir son micro et prendre la parole. Oui, bonsoir, monsieur le député. Merci pour vos propos. Bonsoir. Je reviens sur ce que vous aviez dit, c'est-à-dire cette sorte de pragmatisme politique, de peut-être choisir du coup le candidat qui pourra faire gagner la droite lors de l'élection présidentielle de 2022. Et je me suis demandé, quid d'Édouard Philippe qui se présenterait, par exemple, et imaginons qu'il est devant Xavier Bertrand dans les sondages, est-ce que lui-même, qui ayant pourtant quitté le parti, ou du moins été renié par le parti LR, est-ce que LR serait prêt à essayer de le soutenir? Est-ce qu'on peut même faire un rapprochement avec ce qu'avait dit le président du Sénat, c'est-à-dire qu'il serait capable de soutenir finalement quelqu'un qui serait hors de LR? Bon, j'essaye de ne pas faire de politique fiction. Je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas pour une raison très simple, c'est que pour moi, Édouard Philippe, c'est le suppléant de luxe du président de la République. Je pense que ça sera difficile pour Édouard Philippe de se présenter contre le président de la République. Ou alors, il faudra qu'il ait un acte de rupture politique. Parce que souvent, on me cite, vous savez, les duels Chirac-Balladur, Sarkozy-Chirac. Bon, mais à chaque fois, il y a eu une rupture politique. À chaque fois, il y a eu un moment de démarcation, de différenciation. Là, pour le moment, à l'heure où je vous parle, ça peut peut-être changer après, mais en tout cas, il n'y a pas de rupture politique. Il y a un Premier ministre qui est retourné maire du Havre et qui est toujours dans la mouvance macroniste. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette rupture politique, je ne vois pas ce qui lui permettrait de se présenter contre le président de la République sortant. Et comme ma conviction, c'est que le président de la République sortant, il a envie d'être candidat et d'être le premier président de la République à être réélu hors période de cohabitation, je considère que la question ne se pose pas. En tout cas, pour nous, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas trop qu'on se fasse se triturer la tête, parce que si on commence à faire des supputations comme celle-là, notre risque, c'est qu'à la fin, il ne se passe plus rien, quoi. Parce que, voilà, donc
Après, Édouard Philippe, c'est bien sûr, et je pense qu'il a un certain nombre de qualités. Il l'a montré pendant la gestion de la crise sanitaire, même s'il a été un peu surcoté sur certains sujets, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les 80 km/h ou la taxe carbone et les gilets jaunes, c'est aussi une part de sa responsabilité. Mais c'est vrai qu'après, il a eu ce souci de la vérité, de la sincérité dans son expression publique dans les différentes conférences de presse, et les gens l'ont trouvé plutôt charismatique, honnête et essayant de faire de son mieux. Voilà. Maintenant, je pense que nous, on ne peut pas être dans la politique fiction. À droite, on doit regarder les choses avec réalité. Aujourd'hui, il y en a un qui a fait office de candidature, c'est Xavier Bertrand, et il y en a un qui est le suppléant du président de la République qui a envie lui-même de se représenter. Donc voilà, je pense que voilà, c'est Xavier Bertrand qui c'est l'envie, la détermination, ça compte. Je pense que surtout l'élection présidentielle, je raconte cette petite anecdote-là, mais je me souviens de Nicolas Sarkozy, président de la République, que j'ai l'honneur de rencontrer et d'échanger de temps en temps avec lui, ce qui est absolument passionnant, et qui me disait, tu sais Damien, l'élection présidentielle, quand il pense matin, midi et soir, c'est déjà dur, alors quand il pense un jour sur deux, il faut oublier, quoi. Donc l'élection présidentielle, c'est plus 24 heures sur 24. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abad. Est-ce qu'on a encore un peu le temps pour d'autres questions? 2-3 questions encore, si ça vous va? Oui, 2-3 questions, pas de souci. Super. Alors moi, j'ai une question dans l'hypothèse possible, parce que je ne vous souhaite pas, d'un duel Macron-Le Pen au second tour. Mélenchon, en 2017, avait été ambigu sur son choix. François Fillon avait été clair et soutenait Emmanuel Macron. Est-ce que vous ferez Front républicain et est-ce que vous demanderez à vos élus de le faire également? Alors, vous serez plus vous imaginez à quel point je déteste cette question. C'est bien pour ça que je vous la pose. Et à quel point j'espère que ça sera aussi de la politique fiction, parce que voilà. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que pour nous c'est toujours compliqué. C'est pas pour faire l'hypocrite. Quand certains de notre famille politique répondent pas, c'est parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière on s'enferme. Si on dit par exemple, bon, moi de toute façon j'ai toujours été clair pour répondre à votre question, j'ai voté Emmanuel Macron en 2017. Pour moi il y a une différence entre les deux. Donc voilà. C'est très clair. Donc, vous voyez bien ce que je ferai dans ces conditions en 2022. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans ma tête. Même si je trouve qu'il y a un certain nombre de constats qui sont posés par l'Assemblée nationale qu'il faut tenir compte parce qu'il y a des constats qui sont malheureusement une réalité. Mais pour moi, c'est très clair. Mais pourquoi on a du mal à répondre à cette question? Parce que si vous dites, par exemple, bah oui, ben moi, de toute façon, au deuxième tour, je voterai Macron. Les gens, ils se disent bon, mais à quoi ça sert de voter pour eux si de toute façon, au deuxième tour, on sait ce qu'ils vont faire et on sait pour qui ils vont voter. Ça ne sert à rien. Vous voyez, donc cette question, elle est toujours très piégeuse pour nous. Et donc, voilà, donc j'espère que c'est pour ça que je la déteste. C'est pour ça que j'espère qu'elle ne se réalisera pas et que j'espère que ce sera de la politique fiction. Et j'espère que cette même question, on pourra la poser peut-être à Emmanuel Macron le soir du premier tour. Et même votre collègue Christophe Castaner a répondu à cette question sur France Inter, il me semble. Oui, mais pour eux, c'est toujours plus facile parce que oui, ils sont en tête dans les sondages. Donc, quand vous êtes en tête dans les sondages, je vous parle franchement, quand vous êtes en tête dans les sondages, c'est plus facile. Vous avez intérêt à répondre à cette question. Ouais. Pour nous, il faut qu'on construise une identité politique. Notre identité politique, on ne peut pas la mettre de manière symétrique par rapport à l'un ou l'autre des deux qui se qualifieraient au second tour. Donc, il faut construire notre identité politique propre et à chaque fois qu'on a cette question, ben, indirectement, ça nous affaiblit. Donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas répondre à cette question. Mais je la comprends. Et vous avez quand même compris ma réponse. Et on est à Sciences Po, c'est aussi pour ça qu'on aime bien poser des questions politiques. Exactement. Alors, juste peut-être répondre à cette question. Là, je vois qu'il y a une question sur le chat sur tenter de s'emparer de l'électorat de droite déçu de Macron ne risque pas de coincer LR entre un RN montant et un LRM se droitisant sur les questions sociétales. Oui, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Moi, là aussi, je reprends ce que Nicolas Sarkozy a dit, mais en politique, il vaut mieux l'élongation que la thrombose. Et donc, il vaut mieux pouvoir rassembler et fédérer plutôt que tellement on se recoquille sur soi-même qu'on finit totalement bloqué sur soi-même. Donc, je pense que notre enjeu, il est quand même de capter des déçus. Alors, moi, vous savez, dans l'élection législative que j'ai gagnée avec 65% des voix au deuxième tour la dernière fois, j'ai des gens qui avaient voté Le Pen au présidentiel, j'ai des gens qui avaient voté Macron au présidentiel dès le premier tour et qui ont voté pour moi aux législatives. Donc, c'est le projet politique. Je ne pense pas qu'on puisse saucissonner comme ça, vous voyez, l'électorat. Voilà.
Je pense que par contre, dans le message politique, dans la ligne politique que l'on doit porter, c'est quand même une ligne politique qui est plus proche, entre guillemets, de la droite qui peut rassembler, de la droite, j'aime pas trop le mot de modéré, mais en tout cas la droite juste, que effectivement, ce qu'on a constaté, il y a une enquête d'opinion qui a été faite, une quali qui a été faite par le parti, on a constaté qu'il y avait quand même plus de porosité entre l'électorat de Macron et le nôtre qu'entre l'électorat de Le Pen et le nôtre. C'est-à-dire que les gens qui votent Le Pen, aujourd'hui, les faire changer d'avis, c'est de plus en plus compliqué. Les gens qui votent Macron, il y en a encore beaucoup quand même qui sont des déçus de Fillon ou qui sont encore hésitants, et donc il y a une possibilité de pouvoir leur parler et peut-être les faire adhérer plus facilement. Merci beaucoup, monsieur le député. Une question sur la crise sanitaire, parce que c'est aussi de la politique. Vous avez pas, votre groupe n'a pas voté la confiance, on va dire la confiance au gouvernement par rapport aux mesures d'hier soir. Est-ce que, premièrement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et deuxièmement, considérez-vous qu'en temps de crise comme ceci, l'opposition n'a pas un rôle, pourrait pas avoir un rôle plus d'union nationale et de soutenir le gouvernement sur des mesures? Moi, je veux bien l'union nationale. Mais l'union nationale, ça ne peut pas être de dire le président de la République, il a parlé et on dit Amen. Ça, ce n'est pas l'union nationale. Ça, c'est l'écrasement de la vie politique et démocratique française. L'union nationale, on l'a proposé tellement de fois. Je vais vous dire, des propositions, on en a faites matin, midi et soir. Sur le déconfinement, on a sorti un livret déconfinement avant même le gouvernement. Là, sur la question sanitaire, on a fait des propositions très concrètes. On a dit, par exemple, mettez en place des hôpitaux éphémères, fin de non-recevoir. On a dit, pourquoi les autotests et les tests salivaires, on est les derniers à les homologuer en France. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, aux États-Unis, alors on s'est moqué de la figure de Trump pendant des mois et des mois, mais enfin, la réalité aujourd'hui aux États-Unis, je vous dis juste ça, c'est que tous les Américains, ils vont avoir des autotests chez eux avec des résultats fiables qu'ils auront en un quart d'heure, et ils auront 3 autotests par semaine. Je peux vous dire que ça, c'est une mesure concrète pour réduire la circulation de l'épidémie et qui, en plus, n'est pas trop invasive en matière de liberté. Ensuite, on a dit, mettez en place des vaccinodromes. Vous avez dit, oh là là, non, les vaccinodromes, vous avez fait avec la grippe H1N1, on a vu ce que ça a donné. C'est des courses, aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Après, on leur a dit, il faut tester massivement. Parce que quand on teste massivement, ça nous permet quand même de détecter et puis de tracer et d'isoler. Ensuite, on a été les premiers à l'Assemblée nationale à dire, attention, on veut le port du masque obligatoire. Au départ, on mettait pour les transports en commun et les lieux clos. Et on nous a dit non à ce moment-là. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon discours, vous verrez, et j'ai tout mis avec des dates très précises. Donc, on a fait toutes ces propositions. Donc, c'est trop facile de venir nous voir aujourd'hui, une fois que toutes les décisions sont prises, et nous dire on va vous faire voter pour savoir si vous dites Amen ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision du Parlement? Pourquoi on n'a pas pris part au vote? Pour une raison très simple. C'est que moi, je considère que l'Assemblée nationale, ce n'est pas une chambre d'enregistrement de la parole présidentielle. Et qu'on n'est pas là pour voter des décisions qui ont été déjà prises. On est là pour faire la loi. On est là pour faire des propositions. Et on est là pour tout simplement essayer d'avancer dans la crise. Donc ça, c'était franchement de la mascarade démocratique. D'ailleurs, vous l'avez vu, tous les groupes d'opposition, tous, sans exception, ils n'ont pas pris part au vote aujourd'hui. C'est la première fois. Je pense que ça fait très très longtemps, sur la 5e, que ce n'était pas arrivé. Et même chose au Sénat. Je ne sais pas si vous avez vu la confiance, comme vous dites, adoptée par 54 sénateurs. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même la honte. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne nous consultent pas. Le problème du macronisme, je vais vous dire, c'est qu'il avait promis le dépassement des clivages et ils font de l'enfermement sur eux-mêmes. Vous vous rendez compte quand même, pour un président de la République qui a été élu sur une idée simple qui est de dire on va mettre la droite et la gauche ensemble pour essayer de faire avancer notre pays. Bon, moi, honnêtement, je ne suis pas totalement contre ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on est député de la République En Marche, avant de déposer un amendement, on doit demander l'autorisation à son président. Et vous imaginez si moi je fais ça, mais mes députés vont dire mais ça ne va plus. Voilà, donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que on ne peut pas donner un blanc-seing comme ça dans cette crise sanitaire et on n'est jamais consulté. Ou à chaque fois qu'on fait des propositions, on nous les balaye. Et puis, en fait, à la fin, on nous dit, tiens, on va faire un petit vote quand même pour les mouiller un peu et puis pour faire en sorte qu'ils disent Amen. Voilà. Et en plus, ça fonctionne parce que, vous voyez, la manière dont votre question est posée, et c'est beaucoup de journalistes qui la posent aussi comme ça, c'est l'air de dire finalement, ouais, mais pas prendre part au vote, ça fait pas très courageux, ça fait l'impression qu'on se défile, ça donne le sentiment que finalement, on n'est pas responsable en période de crise, qu'on ne joue pas l'unité nationale. Mais moi, l'unité nationale, je veux bien la jouer. Mais l'unité nationale, ce n'est pas dire Amen à tout, c'est de débattre ensemble sur le fond. Et j'ai des différences avec le gouvernement, et j'en termine par là, mais c'est un sujet très important.
Moi, sur la vaccination, je ne suis pas d'accord avec cette stratégie-là. Aujourd'hui, on me dit, le Premier ministre me répond, on dit, mais attendez, si on n'a pas de doses, ce n'est pas notre faute. Enfin, on ne peut pas dire ça. Mais qui a commandé les doses? Qui a fait la commande en Europe? C'est les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Donc, à un moment donné, on aurait pu peut-être commander davantage de vaccins. Pourquoi cette commande européenne, on n'a pas fait des commandes nationales? Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas acheté des propres licences de vaccins, comme le propose Philippe Juvin, pour produire nous-mêmes nos vaccins? Pourquoi on met une fin de non-recevoir tout de suite sur le vaccin Sputnik? Voilà, c'est des questions centrales qui sont posées. Et on nous dit, non, mais circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, la stratégie vaccinale aujourd'hui en France, elle est lente, elle est chaotique. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. Si aujourd'hui on reconfine, c'est parce que la vaccination ne va pas assez vite. Malheureusement, aujourd'hui, le virus circule plus vite que la vaccination. Tant que le virus circulera plus vite que la vaccination, on va toujours osciller entre confinement, reconfinement et déconfinement. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ce truc-là. Donc, je dis très simplement, il faut vacciner matin, midi et soir. Et puis enfin, le gouvernement, il a aussi une responsabilité. Parce que quand on suspend le vaccin AstraZeneca 24 heures avant l'avis de l'OMS, 72 heures avant l'avis de l'Agence européenne du médicament, on prend un grand risque. Le risque de la défiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a dit aux gens, attendez, le AstraZeneca, oui, faites-le, mais quand vous avez moins de 65 ans. Puis là, on leur dit, non, mais maintenant, faites-le, mais quand vous avez plus de 55 ans. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils décommandent les rendez-vous. Et moi, j'ai des médecins, des pharmaciens et autres, etc., qui nous disent ça tous les jours. Donc, vous voyez, on peut aussi avoir des différences. Ce n'est pas parce que c'est un sujet sanitaire où il y a malheureusement 100 000 morts dans notre pays, où il y a tous les jours des gens qui entrent en réanimation, qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis, qu'on n'a pas le droit d'avoir un débat politique. Le débat politique, il est sain, à condition qu'il soit constructif. Je peux vous garantir qu'à chaque fois, et encore aujourd'hui, on fait des propositions. On en a fait des très concrètes. Parce qu'on a des gens qui travaillent avec nous, on a des épidémiologistes qui travaillent avec nous. Moi, j'ai consulté, par exemple, une Charlotte Hill, je ne sais pas si vous la connaissez, mais sur l'histoire du traitement des eaux usées. C'est un sujet central, il y a d'autres pays qui le font. Bon, pourquoi nous, on ne travaille pas cela? Donc, on a des propositions à mettre sur la table, et ce n'est pas parce que c'est la crise sanitaire qu'on doit mettre la soupape, qu'on ne doit pas pouvoir s'exprimer et qu'on ne doit pas pouvoir avoir cette controverse politique-là, à condition, bien entendu, qu'ensuite on soit tous ensemble. Et dernière chose, quand par exemple j'entends le ministre de la Santé qui nous dit, ce n'est pas nous qui le avons demandé, il nous dit, mais moi je vais augmenter à 14 000 lits de réanimation. Et aujourd'hui, ils nous disent, mais c'est complètement idiot de dire qu'on va augmenter les lits de réanimation. Qui c'est qui l'a dit qu'il allait augmenter les lits de réanimation? C'est le ministre de la Santé. Donc, oui, après, moi, j'assume notre part de responsabilité. Hein, attention, hein. Quand nous-mêmes, on a fermé des lits, je pense que c'est une ânerie. Voilà. Mais je le dis dans le même temps, quand on dit qu'on promet 14 000 lits et qu'on est à peine à 5 000 ou 6 000 lits encore aujourd'hui, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, sur la stratégie sanitaire, moi, ça ne me va pas. La manière dont c'est fait aujourd'hui, la vaccination aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. On est 50e sur le rang mondial. On nous dit oui, mais tous les pays européens, c'est la même chose. OK, enfin, la Grande-Bretagne, c'est pas la même chose. Les États-Unis, c'est pas la même chose. Israël, c'est pas la même chose. La Corée du Sud, c'est pas la même chose. Taïwan, c'est pas la même chose. L'Australie, c'est pas la même chose. Et même, je vais vous dire, l'Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'ils ont quand même 20 000 morts de moins que nous, alors qu'ils ont une population plus importante que la nôtre. Donc, à un moment donné, il faut quand même aussi tirer les enseignements de nos propres erreurs. Merci pour ces réponses. Je voulais rebondir là-dessus. Vous expliquez que de plus en plus, vous essayez de faire des contre-projets sur des projets de loi. J'ai l'impression que d'autres groupes politiques aussi essaient de le faire. Par exemple, à gauche, présenter aussi des budgets alternatifs. Est-ce que vous, qui êtes au cœur de l'Assemblée, dans son fonctionnement, vous avez l'impression que c'est une pratique qui se développe? Et est-ce que, selon vous, il est souhaitable qu'on aille peut-être même de manière constitutionnelle vers ce qui se passe en Grande-Bretagne, où il y a carrément un cabinet fantôme, et peut-être que s'il y a plus que deux groupes, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est une bonne idée. Moi, j'y suis assez favorable. Alors, c'est vrai que c'est un peu une culture anglo-saxonne qu'on n'a pas forcément chez nous, mais l'avantage du shadow, c'est que ça fait bosser tout le monde. Et quand on bosse un sujet, on arrive à trouver des points de consensus. J'ai été au Parlement européen, c'est un système qui fonctionne bien. Ça permet d'avoir des rapporteurs, des shadow rapporteurs, et d'institutionnaliser cela. Et je pense que ce serait une bonne chose. Ça permettrait aux oppositions d'être dans la proposition. Oui, vous avez raison, d'autres groupes le font, le Parti socialiste le fait, même la France insoumise l'a fait. Donc, tant mieux, je pense que c'est comme ça aussi qu'on est crédible. Et puis les gens, ils attendent de nous aussi nos propositions, ils n'attendent pas simplement de la critique systématique. Moi, je suis très vigilant à ça. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est mal, il faut le dire aussi. Et quand on doit améliorer, faire des propositions, il faut le dire. Donc oui, je suis favorable à cette proposition. Je voudrais juste répondre avec votre accord sur la question qui est posée par Dorine sur le chat.
parce que c'est une question importante sur le fait de dire que les indécis, dont les jeunes qui se considèrent de droite, préfèrent voter RN en 2022 à cause de cette image trop modérée. C'est pour ça que j'aime pas le mot droite modérée. Moi, je veux la droite qui gagne et qui rassemble et qui fédère, pas celle qui se fait plaisir juste entre nous. Mais elle n'est pas modérée. Je peux vous dire une chose, c'est que sur la question de l'autorité de l'État et la question de la sécurité, de la lutte contre l'islamisme radical, moi, je suis tout sauf dans la modération. Pour une raison très simple, c'est que je trouve qu'on en a trop dit, mais qu'on n'a pas fait assez. Le problème dans ces sujets-là, c'est qu'il faut arrêter de dire, maintenant, il faut agir. L'abaissement de la majorité pénale, la question des tribunaux pour les mineurs, j'y suis favorable. La question de la comparution immédiate quand un mineur commet des violences urbaines, il faut le faire. Il y a des sujets très concrets sur lesquels on doit pouvoir intervenir et mettre de l'autorité dans ce pays. Aujourd'hui, le problème, c'est que toute l'autorité, elle est bafouée et on a aujourd'hui, malheureusement, une jeunesse de France qui est vouée à la violence, qu'on laisse dans la violence et dans la haine qui est absolument inacceptable. Donc, sur ces questions-là, il ne faut pas de l'eau tiède. Très clairement. Et d'ailleurs, la lutte contre l'islamisme radical, dans le projet de loi sur le séparatisme, nous, on a voté contre. Le Rassemblement national s'est abstenu, vous imaginez, sur un sujet comme celui-là. On a voté contre parce qu'on a dit ce projet de loi, il ne va pas assez loin, il ne répond pas à une question centrale qui est comment on lutte contre l'islamisme radical, comment on lutte sur la radicalisation dans le sport, la radicalisation dans nos écoles, dans nos universités, la radicalisation dans nos prisons, la radicalisation sur les réseaux sociaux. C'est un enjeu absolument fondamental sur lequel on doit prendre des mesures fortes. Et je vous prends juste un exemple. Moi, je suis effaré, atterré, quand, par exemple, on fait une proposition qui, pour le coup, a été adoptée. On a dit, par exemple, on va sanctionner la consultation de sites djihadistes. On va pénaliser la consultation de sites djihadistes. Ben, censure du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, quand on veut, par exemple, faire un certain nombre de rétentions administratives, de fermeture de lieux de culte, très souvent, on se heurte à un cadre constitutionnel extrêmement difficile. Donc, sur ces sujets, ce qu'il faut, c'est pas raconter des salades aux Français. Il faut être concret. Par exemple, il ne faut pas dire oui, on va faire une immigration zéro. Ça n'existe pas. Par contre, moi, je suis pour le modèle canadien de la politique des quotas, voter chaque année au Parlement, une immigration choisie et réduite à son strict minimum, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus en capacité d'accueillir des flux migratoires tant que la situation de la société française sera comme elle est aujourd'hui. Donc, on a des choses à dire là-dessus. Il ne faut pas laisser au Rassemblement national le monopole de ces sujets-là. Je pense que c'est à nous aussi d'assumer cela sans angélisme, mais sans stigmatisation non plus. Vous voyez, je raconte juste cette anecdote. Moi, et c'est là la différence avec le Rassemblement national. Moi, je suis pour une intransigeance absolue dans la lutte contre l'islamisme radical. Mais je vous le dis aussi, je ne suis pas pour qu'on stigmatise l'ensemble de la communauté musulmane. Et un jour, je me suis rendu dans une mosquée qui faisait des travaux, qui est une mosquée qui est tout à fait respectable, qui fait du dialogue interreligieux avec la communauté catholique, avec la communauté juive, qui est reconnue pour, je dirais, sa modération et ses actes et ses actions concrètes dans la vie des villages aux alentours. Et le Front National m'a reproché cela. Bien, je me dis, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un responsable politique, il ne pourra plus aller dans un lieu de culte quel qu'il soit. Je pense que c'est une grave erreur. Une grave erreur, et c'est une conception de la société que je n'ai pas. Je considère que quand on est un responsable politique, on a le droit d'aller dans une église, on a le droit d'aller dans une mosquée, on a le droit d'aller dans une synagogue, on a le droit comment dire, la laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux, c'est la reconnaissance du pluralisme religieux. Tout ça pour vous dire que ça, c'est une grande différence avec le Front National, c'est qu'eux, ils mettent tout le monde dans le même sac. Ils considèrent que du moment que vous allez dans une mosquée, vous êtes radicalisé et vous êtes salafiste. Et heureusement que tous les gens qui vont dans les mosquées ne sont pas radicalisés et salafistes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas stigmatiser la communauté musulmane, mais que par contre, il faut être intransigeant avec l'islamisme radical, et ce d'autant plus que les premières victimes de cet islamisme radical, on ne le dit jamais assez, les premières victimes, ce sont les musulmans eux-mêmes. Moi, je vis dans une ville qui s'appelle Oyonnax, où il y a une communauté musulmane extrêmement importante, et où il y a eu récemment des violences urbaines, mais c'est les gens du quartier où il y a eu des violences urbaines qui les premiers sont venus nous voir en nous disant « on n'en peut plus ». Et faites en sorte que ces 20 jeunes ou ces 30 jeunes qui mettent le bazar dans la ville, on puisse les sanctionner fermement. Ils étaient encore plus durs que nous. Donc, c'est un enjeu pour notre jeunesse aussi. Moi, je ne veux pas qu'on fracture la société française. Et là, il y a un travail qui est très important à faire. Merci, monsieur le député. Peut-être une dernière question, parce qu'on ne va pas vous prendre toute la soirée non plus. On aime bien poser cette question-là aux personnalités politiques qu'on reçoit. Alors, je vous laisserai imaginer la réponse d'Éric Piolle ou de Grégory Doucet, par exemple.
Comment voyez-vous votre rôle en 2022 ? Vous n'êtes pas candidat, vous l'avez dit. Est-ce que vous voudrez prendre une part active dans la campagne ? Est-ce que vous avez des sujets thématiques précis sur lesquels vous souhaiterez travailler pour pouvoir réformer la France si jamais vous êtes élu ? Oui, moi j'aimerais, je vous ai parlé de l'environnement, c'est une cause qui me tient à cœur. Je pense que voilà, je veux être celui qui contribue à reconstruire une écologie de droite, à remettre une écologie de l'éco-modernisme, comme dit Luc Ferry à juste titre, et une pensée de droite sur l'écologie. Ça, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Ensuite, je suis attaché aux questions économiques et de fiscalité budgétaire. Donc, je crois que le redémarrage et la relance économique de notre pays sera très importante. Et puis enfin, je voudrais parler d'un sujet qu'on n'a pas évoqué aussi aujourd'hui, mais qui me tient à cœur. C'est bien sûr la question du handicap et de la société inclusive. Je pense que c'est un sujet très important. Vous savez, on a parlé beaucoup de l'égalité homme-femme à juste titre. On a parlé beaucoup des questions de racisme et autres, etc. Et je pense qu'il y a une question aujourd'hui qui est trop négligée en France, c'est la question de la place du handicap dans la société française. Euh, je pense que là, il faut faire la révolution. La révolution tranquille, mais il faut vraiment faire la révolution. C'est pas acceptable encore qu'aujourd'hui, on ait des enfants handicapés qui ne soient pas scolarisés en France parce qu'il manque des AVS. C'est pas acceptable que sur l'autisme, on n'ait pas une prise en charge beaucoup plus un diagnostic précoce, une prise en charge plus forte et un accompagnement des familles important. Voilà, moi je crois à cette société inclusive. Je crois que c'est un enjeu majeur. Je trouve que les personnes handicapées, on n'en voit pas assez. On n'en voit pas assez dans les partis politiques. Je suis le seul député en situation de handicap à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs au Parlement européen. On n'en voit pas assez dans les médias, on n'en voit pas assez dans le monde de la culture, dans le cinéma. Voilà, je pense que ce n'est pas parce qu'on est une personne handicapée qu'on n'a pas le droit de représenter les autres et qu'on doit forcément rester dans une certaine forme invisible. Je peux vous dire, j'ai été frappé au début du mouvement des Gilets jaunes. Pas ensuite quand il s'est radicalisé, mais au tout début, il y avait beaucoup de personnes handicapées sur les ronds-points. Parce que ces personnes-là, elles étaient en souffrance. Elles étaient en souffrance sociale, en souffrance psychologique, et que je peux vous dire aussi que cette crise sanitaire qui nous enferme n'arrange pas cela. Et donc, je pense que c'est un sujet, une cause majeure sur lequel il y a aussi beaucoup à faire, où parfois la société française évolue plus vite que la politique, et sur lequel, pour le coup, pour moi, ce n'est pas un sujet de politique politicienne. C'est-à-dire que ça doit tous nous rassembler, et je pense qu'on doit tous porter cet étendard-là voilà, et s'occuper de cette question qui aujourd'hui, je pense, est un peu déconsidérée et un peu trop sous-considérée à mon goût et à mon avis. Merci beaucoup, monsieur le député. Je partage entièrement ce que vous venez de dire. Effectivement, on peut avoir des désaccords politiques, mais sur ces questions-là, il faut qu'on soit tous rassemblés. Donc, c'est super important. Merci de le rappeler. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'en profite Merci à vous. pour préciser aux participants que la semaine prochaine, à la même heure, on recevra sur un sujet sur quelle est la place du secteur spatial européen entre la Chine et les États-Unis et les pays émergents. Monsieur Jean-Yves Le Gall, président du CNES, et madame Géraldine Najad, donc, qui dirige le département politique industrielle de l'Agence spatiale européenne. Donc, vous êtes en nombreux également pour ce débat. Merci beaucoup, monsieur Abad. Est-ce que vous aurez peut-être un mot de fin à dire à la jeunesse de Sciences Po Lyon ? Oui, écoutez, d'abord, vous dire que j'espère qu'on aura des temps meilleurs. Vous dire surtout d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de ne pas de s'imposer dans la société, et que si jamais vous avez envie de faire de la politique, n'attendez pas qu'on vous donne la place, mais prenez-la. Vous dire aussi que je sais que c'est difficile, mais pour moi, voilà, la génération d'avoir 20 ans ou 25 ans en 2020, ça ne doit pas être une génération sacrifiée, ça ne doit pas être simplement une génération Covid. Je pense qu'il faut qu'on redonne un peu d'espoir, un peu de lueur, un peu d'optimisme aussi à cette jeunesse. Voilà, et je dirais simplement ce que disait René Char, en fait. Il disait impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Donc, essayez de saisir votre chance pour trouver chacune et chacun d'entre vous votre bonheur et servir bien sûr notre pays et notre idéal également. Merci beaucoup, monsieur le député. Passez une bonne soirée. Merci à vous, merci. Merci Au à tous revoir. d'être venus et merci, monsieur le député.